Bonjour mes chers confrères, je m'excuse pour ce petit... C'est pas un retard parce que le professeur Aïs Ben Khaddouri il était là, mais il y avait une omission de l'heure. Alors je vous présente le professeur Aïs Ben Khaddouri Yassir, professeur gynéco-obstétrique, président de l'unité de FIV à la faculté de Marrakech. Je suis vraiment ravie et honorée de le présenter, c'est notre maître et merci pour votre assistance. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens d'abord, avant de remercier, à m'excuser parce que je n'avais pas fait attention sur le programme. C'était 8h30, pour moi c'est 9h, donc je suis vraiment désolé. J'étais là, mais bon. Et je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence aujourd'hui, pour pouvoir discuter de ces cas cliniques, donc ce workshop qu'on va faire sous forme de cas cliniques autour des ovaires polykystiques. Je remercie vivement mes chers amis du bureau de MGM qui organise toujours des congrès de très haut niveau, et donc je suis très ravi de voir que le niveau est en train de s'améliorer d'une façon vraiment exponentielle. Malheureusement, ça a été interrompu pendant les 2 ans du Covid, mais heureusement, on est tous ensemble aujourd'hui pour reprendre, Inch'Allah. Voilà, donc on va parler d'une pathologie qui est devenue classique, mais qui nous pose tous des problèmes de prise en charge, que ce soit sur le plan diagnostique ou sur le plan du traitement. Ceci dit, il y a une augmentation de la fréquence des ovaires polykystiques partout dans le monde, et surtout dans notre contexte. C'est juste le fait qu'on diagnostique le plus de pathologies. Est-ce que c'est les exigences des patientes qui amènent ces patients de plus en plus à consulter l'accès aux soins? Mais probablement il y a une augmentation de l'incidence partout dans le monde à cause des changements du style de vie et surtout de l'alimentation. Très probablement cette croissance de la fréquence est réelle. Vous connaissez tous que c'est une pathologie qui date de pratiquement plus de 100 ans actuellement. Elle a changé de définition, elle a changé aussi de profil vu l'augmentation de beaucoup d'autres composants, et c'est une pathologie qu'on appelle hétérogène. Pourquoi elle est hétérogène? On va le voir, elle est hétérogène sur le plan de la physiopathologie, elle est hétérogène aussi sur le plan de la manifestation clinique, et ça c'est des choses qu'on constate, que vous constatez tous. Voilà, sur le plan physiopathologique, je ferai 2 ou 3 diapositives sur la physiopathologie, après on passera au cas clinique. Donc c'est une pathologie qui rassemble beaucoup d'éléments physiopathologiques qu'on connaît de mieux en mieux, mais on ne connaît pas le lien exact entre ces différents composants. On commence à comprendre. Le principal phénomène qui existe, c'est de l'hyperandrogénie. Elle est plutôt intra-ovarienne. Elle peut être générale, mais parfois elle n'est pas générale. Mais le plus souvent, elle est intra-ovarienne. Ça, c'est l'élément central. Quelle est la cause de cette hyperandrogénie intra-ovarienne? On ne sait pas. Est-ce que c'est l'ovaire lui-même qui est la source du problème, ou bien c'est le problème métabolique, l'hyperinsulinisme qui est associé, qui va causer l'hyperandrogénie, c'est une théorie, ou bien le problème est au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire avec l'hyperactivité de LH. Donc tout ça on le sait, mais qu'est-ce qui commence, qu'est-ce qui est conséquence, qu'est-ce qui est cause, on ne sait pas encore. Le plus plausible, la théorie la plus plausible actuellement, c'est beaucoup plus que le problème il est vraiment intra-ovarien et que l'hyperandrogénie elle est causée par un dysfonctionnement du follicule lui-même, et que l'augmentation de la LH n'est qu'un épiphénomène qui est associé, d'ailleurs sur le plan clinique qui n'est pas constante, et l'hyperinsulinisme est un facteur plutôt aggravant qui est associé du fait de l'association génétique entre l'hyperandrogénie et l'hyperinsulinisme, mais on sait que chacun de ces 2 éléments va entretenir l'autre. Je m'explique. L'hyperinsulinisme peut être une cause de l'hyperandrogénie ou un facteur d'entretien. Pourquoi? Parce qu'il y a des récepteurs, ce qu'on appelle l'IGF-1, Insulin-like Growth Factor, au niveau des cellules de la granulosa des follicules. Et on sait tous que les cellules de la thèque et de la granulosa, ils sécrètent des androgènes et puis des œstrogènes. Et donc le fait qu'il y a
un taux d'insuline qui est très élevé, ça va agir sur ces récepteurs, puisque ces récepteurs acceptent l'insuline, puisque ça s'appelle insuline-like growth factor, c'est un facteur de croissance qui ressemble à l'insuline, et donc l'insuline va agir sur l'ovaire et va augmenter la production d'androgènes. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est l'action inverse, c'est l'hyperandrogénie aussi est un facteur qui aggrave l'hyperinsulinisme, et ça, on le connaît par plusieurs mécanismes. Ça, c'est le rapport avec le syndrome métabolique qui est de plus en plus, prend de plus en plus d'importance dans la prise en charge de ces patientes. Donc là, c'est juste pour vous expliquer que les androgènes peuvent provenir de l'ovaire sous l'action de l'ALH, mais aussi l'insuline qui va agir pour l'augmenter, et aussi parfois on peut avoir une participation surrénalienne, mais qui est beaucoup plus rare. Donc l'action aussi de l'hyperinsulinisme, il agit sur l'ovaire, mais il agit aussi sur tous les organes. Par exemple, il agit sur le foie en diminuant la proportion de ce qu'on appelle l'hormone de transport des stéroïdes, la sex hormone binding globulin. Et de ce fait-là, si on a une diminution de cette hormone, on aura plus de testostérone libre, et donc on aura une hyperandrogénie qui va se manifester. Voilà, donc c'était juste une petite introduction sur la physiopathologie. On va entamer donc les cas cliniques. Donc c'est une patiente. Dans la physiopathologie, il y a une persécution de l'AMH. Est-ce qu'on peut introduire l'AMH aussi? Parce qu'on peut des femmes qui ont un AMH très élevé. Oui, l'AMH c'est juste quelque chose de. L'explication, c'est que l'AMH c'est quoi? C'est une hormone qui est sécrétée par les follicules en trop, c'est-à-dire les follicules de la réserve. Les OPK, c'est des femmes qui ont des follicules en trop en nombre très élevé, et donc la traduction biologique, c'est l'augmentation de l'AMH. Et comme on va le voir, l'AMH ne rentre pas dans les critères de diagnostic, ni dans les... Voilà, donc vraiment, elle a une utilisation, on peut la discuter tout à l'heure si vous voulez, parfois pour choisir certaines patientes pour un profil thérapeutique différent, mais pas pour le diagnostic. On ne recommande pas du tout de faire de l'AMH pour le diagnostic des ovaires polykystiques. Les facteurs génétiques, c'est qu'est-ce que vous voulez dire par les facteurs génétiques? Il y a une composante génétique pour les OPK, c'est clair. Il y a quelques gènes qui ont été identifiés, mais comme toutes les pathologies multifactorielles, il n'y a pas un gène déterminant, c'est-à-dire plusieurs gènes qui sont prédisposants. Ce n'est pas un gène de la maladie, ce n'est pas comme la mucoviscidose par exemple, où on a un gène qui est identifié. Non, ici c'est plusieurs gènes de prédisposition qui sont de plus en plus identifiés. Mais dans la pratique clinique, on ne fait jamais de test génétique pour les OPK parce que c'est de l'ordre de la recherche. Voilà, donc cette patiente, elle a 28 ans, elle est mariée, elle a déjà accouché, elle consulte pour un retard de règles de 4 mois. Elle a des cycles réguliers depuis la ménarche, puis elle a un allongement progressif de la durée de cycle, c'est-à-dire une spanioménorrhée qui s'installe petit à petit. Il y a une notion de prise de contraception depuis l'âge de 23 ans jusqu'à 27 ans. Voilà. Maintenant, quels sont les éléments cliniques qu'on va rechercher et qui vont être utiles pour nous pour la prise en charge de cette patiente? Le poids, la taille, l'IMC? Oui. Vaccination par le BCG? Non. La tuberculose donne plutôt des aménorrhées que des spanioménorrhées. Déroulement de l'accouchement, hémorragie, gestion d'o-utérin? On verra. Qu'est-ce que ça va donner? Un syndrome de Sheehan. Exact. Il y a deux choses ici. Il y a le syndrome de Sheehan, il y a la synéchie. Voilà. Donc la synéchie en général, c'est pas ça. La synéchie, ça va donner soit une oligoménorrhée, des règles de très petite quantité, ou bien carrément une aménorrhée. Voilà, exactement. L'endométriose, c'est une symptomatologie plus douloureuse. Ça ne donne pas une spanioménorrhée. Ça donne plutôt une symptomatologie douloureuse. Les signes d'hirsutisme? Oui. La galactorrhée? Oui.
Voilà, donc vous avez parfaitement raison. Maintenant, quels sont les examens paracliniques à demander cette jeune dame qui a 28 ans? Bêta-HCG, vous êtes d'accord? Oui. Exact. FSH-LH, est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi faire? Voilà. Notre collègue dit que le rapport FSH-LH inversé, ça peut nous aider. On va voir. On va expliquer. Oui. Échographie, bêta-HCG. Prolactinémie, oui. Testostérone. Mais si vous avez à choisir un seul bilan, quel examen? On a dit un examen. Échographe et bêta. Moi, je demanderais plutôt des bêta-HCG. D'accord? Parce que, voilà, donc toujours le réflexe, éliminer la grossesse. Voilà, l'évaluation clinique de cette dame, elle va montrer que cette dame a eu une première grossesse à 22 ans, après 3 ans de mariage. D'accord? Elle a quand même tardé un petit peu. Elle a un IMC à 27, que vous jugez comment? On va dire subnormal, un petit peu. Elle a pris les contraceptifs depuis 23 ans. Voilà, exactement. C'est-à-dire, après son accouchement, elle a pris la contraception. Après son accouchement. Elle a attendu 3 ans pour être enceinte. Lorsqu'elle était enceinte, elle a accouché. Mais par la suite, elle a pris de la contraception. Et ceci peut expliquer pourquoi elle avait des cycles réguliers jusqu'à l'âge de 27 ans. Et puis, la spanioménorrhée s'est installée. Ça veut dire qu'elle a un problème qui date, mais qui était camouflé par la prise de la pilule. Voilà. Il y a parfois des femmes qui prennent la contraception avec une mauvaise conséquence. Elles ne prennent pas de manière régulière Oui. la contraception. Elles attendent jusqu'à la fin de la vie. Oui. Cela aussi peut expliquer l'allongement des empêches de cycle. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Je préfère qu'on reste concentré sur le cas clinique. Si on discute d'autres cas cliniques, on va être un petit peu... Le cycle avant la première grossesse, comment il était? Ben, il était avant la première grossesse, on ne sait pas, on n'a pas cette information. Oui. Non, non, mais vous parlez avant qu'elle soit enceinte, durant... Non, elle avait des cycles irréguliers, elle avait des cycles irréguliers à ce moment-là. Voilà, elle a quand même des signes d'hirsutisme, de virilisme carrément. Elle n'a pas de galactorée et les bêta-HCG étaient négatifs. Quelle est l'étape prochaine? Est-ce que vous allez demander des examens paracliniques? Qu'est-ce qu'on va faire? L'échographie, quoi d'autre? Vous pouvez demander autre chose? Moi, je demanderais plutôt de l'échographie. Pardon? Il ne paraît pas. Donc, c'est échographie, FSH, LH, estradiol, testostérone, AMH, prolactine. Qu'est-ce que vous allez demander parmi ces 5 examens paracliniques? L'écho. Vous rajoutez autre chose? Vous pensez à quoi en fait? Vous pensez à quoi? Voilà, on pense à des OPK. Est-ce qu'on pense à autre chose? Qu'est-ce qui peut donner une spanioménorrhée chez une jeune comme ça? L'hyperprolactinémie. Est-ce qu'on peut éliminer l'hyperprolactinémie cliniquement? Non. On a un signe qui est la spanioménorrhée. Et donc, il est probablement justifié de... Donc, on a une suspicion d'OPK. Quels sont les examens paracliniques à demander? L'écho, vous avez parfaitement raison. FSH et LH, vous êtes d'accord? Voilà. Quelle est l'utilité de la FSH et LH? Pourquoi on va la demander? Là, on n'a pas évoqué la cause centrale. On a évoqué plutôt une cause, soit OPK, et on a évoqué l'hyperprolactinémie. Cause centrale comme par exemple? Oui, mais est-ce qu'on a une orientation sur le syndrome de Sheehan chez cette dame? Et le syndrome... Hein?
Oui, est-ce que cette dame, on a des signes d'orientation vers un hypopituitarisme? L'hypopituitarisme, c'est une aménorrhée avec probablement d'association à d'autres signes de l'insuffisance hypophysaire. Voilà. Ça peut s'évoquer, mais quels sont les signes d'orientation vers la ménopause précoce, l'insuffisance ovarienne? Oui, là on n'a pas encore fait les cours, ce qui fait qu'en général, on va le demander si on a des signes échographiques orientateurs ou bien des signes cliniques manifestes. Et vous savez tous que l'insuffisance ovarienne commence par le raccourcissement du cycle d'abord, puis par la suite l'allongement. Donc ce n'est pas en première intention. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on fait? L'écho. FSH et là, en tout cas pour les OPK, testostérone, prolactine. Donc prolactine, oui, je suis d'accord. La testostérone, je suis d'accord. Voilà, et l'écho. La FSH-LH n'a pas de rôle dans le diagnostic des OPK parce que l'inversion du rapport LH-LH, juste LH-FSH, d'abord il est inconstant et deuxièmement il n'est pas spécifique. Ça veut dire que c'est un examen qui ne sert pas à grand chose. Il va servir la FSH dans deux situations. Soit lorsqu'on suspecte un hypopituitarisme, et là en général c'est l'aménorrhée primaire ou bien association à des signes neurologiques, premièrement, ce qu'on appelle l'hypogonadisme hypogonadotrope, soit l'inverse, on suspecte une augmentation de la FSH dans le cadre d'une insuffisance ovarienne. Et là, on a une orientation et donc on ne demande jamais ce bilan en première intention. Pour les OPK, oubliez-le, ça ne sert à rien, c'est une perte d'argent. Voilà, vous avez raison. Écho, testostérone, prolactinémie, ça c'est les exemples. La testostérone, parce que la dame, elle a un hirsutisme. Normalement, parce que là, quand on reçoit les patients au cabinet, ce qu'on fait, c'est l'examen clinique et l'échographie, qui fait partie de Oui, l'examen oui, clinique. justement. Sans faire même les bêta-projets, quand on examine la galactorée et les échographes, et on fait l'échographie. Donc, échographiquement, depuis le début, on a vraiment un diagnostic, presque un diagnostic qui est établi. Est-ce que c'est suffisant d'avoir juste l'échographie pour poser le diagnostic? Justement, mais dans le raisonnement, il faut toujours avoir ceci pour éviter de se tromper de diagnostic. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des aspects, ce qu'on appelle les OPK-like, qui sont fréquents dans le cadre, par exemple, de l'hyperprolactinémie. Les patientes qui ont une hyperprolactinémie, les patientes jeunes, hyperprolactinémie, peuvent avoir un aspect d'ovaire qui ressemble aux OPK. Et vice-versa. Les OPK, ça peut donner une hyperprolactinémie, mais qui est toujours très légère. Des prolactines aux alentours de 35-40, jamais très élevées. D'accord? Oui, il faut la traiter. En général, ça dépend du souci de la dame. Est-ce que c'est une infertilité ou bien c'est juste des troubles de cycle ou d'hirsutisme? En général, la prolactine, on ne la traite pas d'emblée lorsque elle est associée à un syndrome des OPK qui est manifeste et qui est très légère. On ne la traite pas si vous avez 40 de prolactine associée à des OPK. Traitez les OPK et contrôlez la prolactine par la suite. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? La testostérone, parce que vous avez des signes d'hirsutisme chez cette jeune. Et il faut faire la part des choses aussi. Si vous avez une testostérone très élevée, à ce moment-là, il ne faut pas se contenter du diagnostic simple d'OPK. Ça peut être une origine tumorale. J'avais reçu une patiente avec hirsutisme, Très important. et l'échographie, j'ai trouvé une tumeur surrénalienne. Voilà. C'est avéré que c'est un cortico-surrénalome. Voilà. Une fois opéré, Tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Surtout que si vous avez une patiente qui a une hyperandrogénie, d'autres origines, la testostérone va agir sur l'ovaire, elle va vous donner parfois un aspect OPK-like. Donc, je comprends la question et je réponds de manière simple. Est-ce que
le bilan biologique, testostérone est obligatoire chez toutes les patientes. La testostérone n'est pas obligatoire pour poser le diagnostic positif. Donc, on la demande quand, premièrement, si on n'a pas de signe d'hirsutisme ou d'hyperandrogénie clinique, parce qu'on va le voir, l'hyperandrogénie peut être soit clinique, soit biologique. Parce que si vous n'avez pas de signe d'hyperandrogénie clinique et vous n'avez que l'aspect OPK à l'échographie, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une hyperandrogénie documentée. Donc, à ce moment-là, on va la doser. Soit vous avez à l'inverse des signes d'hirsutisme manifestes, et là, on craint qu'il y a une cause autre que ovarienne, surrénalienne ou la même ovarienne, des fibrotécomes sécrétants, c'est des tumeurs bénignes, mais qui sécrètent des androgènes. Ah, d'accord. Donc, d'accord. Vous me donnez quand même 15 minutes, comme ça je peux aller rapidement D'accord. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui est désolé pour le démarrage tardif. Voilà, donc on a fait l'écho, prolactine, normale, échographie, votre diagnostic, testostérone, il est élevé. Quel est votre diagnostic? Là, c'est clair, on a tous les critères. Voilà, syndrome des ovaires polykystiques. Oh là là. C'est quoi? Donc ça, c'est juste une diapo malheureusement qui n'apparaît pas. C'est juste pour rappeler les critères de Rotterdam que vous connaissez tous, oligoaménorrhée exactement, hyperandrogénie biologique ou clinique et l'aspect échographique. Il faut avoir 2 parmi les 3. D'accord? Bon, cette patiente n'a pas de désir de grossesse actuellement. Donc quelle prise en charge? Ah, pilule, quoi encore? Elle a prise en charge diététique. D'accord. Metformine, c'est discutable. Pourquoi? Parce que cette dame n'a pas un syndrome métabolique manifeste. Et donc, l'intérêt de la metformine, c'est en deuxième intention, que ce soit la metformine ou l'inositol. L'intérêt en deuxième intention, si la pilule ne corrige pas les anomalies, on peut l'associer, mais pas en traitement de première intention. Les patientes, oui, voilà. Donc, à un certain moment, on avait beaucoup de pilules qui avaient une activité anti-androgénique. Il y a une méta-analyse assez récente qui montre que toutes les pilules se valent pour le traitement des OPK avec signe d'hyperandrogénie. Donc, toutes les pilules se valent, y compris celles avec le lévonorgestrel. Voilà. Le deuxième cas clinique, c'est une jeune dame 27 ans, mariée depuis 9 mois, échec de conception malgré les rapports non protégés. Elle a un IMC à 18, spanioménorrhée, donc des cycles de 40 à 55 jours depuis l'âge de 22 ans, traitée par pilule, arrêtée depuis le mariage. L'examen, elle n'a pas d'hirsutisme. C'est bon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, elle est mariée depuis 9 mois. Expectative revoir dans 3 mois. Pourquoi pas un an? Elle n'a pas encore le diagnostic de l'infertilité. Hein? Voilà. Mais quand on dit toujours qu'il faut attendre 12 mois pour explorer, chez les patientes qui n'ont pas de signe clinique, mais une dame qui vous dit « j'ai été opérée pour endométriose et là j'ai des douleurs », on ne va pas lui dire « non, allez-y, revenez dans 12 mois », c'est toujours, on va l'explorer. Faire une écho, hystérosalpingo, spermogramme, citrate de chlomifène. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt l'écho, l'hystérosalpingo et le spermogramme sont optionnels à ce moment-là. Soit on a un diagnostic et on va traiter, et à ce moment-là, il faut faire l'hystérosalpingographie et le spermogramme. On ne fait pas d'induction d'ovulation sans faire ça. Soit on va attendre, on va dire oui, on va attendre jusqu'à 12 mois et à ce moment-là, on les fera à 12 mois. Donc les deux options sont possibles. Écho, vous voyez, c'est un aspect plutôt en faveur d'OPK, donc on a la spanioménorrhée, le retard à avoir une conception, et vous avez cet aspect-là. Votre conduite à tenir maintenant, retenir le diagnostic de PCO et démarrer le traitement. Doser l'AMH? Pas vraiment. Dosage de prolactine, dosage de FSH, testostérone, spermogramme, hystéro. Voilà, donc là c'est des cas où on peut s'en passer. Voilà, donc là,
C'est juste pour rappeler les critères. Les recommandations, il faut toujours utiliser la voie endovaginale. Les critères échographiques, donc je passe très rapidement sur l'échographie. Les dosages, qu'est-ce qu'il faut doser? La testostérone, si on n'a pas des signes d'hirsutisme aussi, on a un besoin à faire le diagnostic biologique de l'hyperandrogénie. Donc là, comme vous avez bien dit, doser la prolactine, spermogramme hystéro, et en optionnel, vous voyez, donc c'est en orange, c'est pas en rouge, c'est doser la testostérone. D'accord? Non, il est marié plus de 3 mois, 9 mois. Il est marié depuis 9 mois parce que là, vous allez poser votre diagnostic et vous allez commencer un traitement. Voilà, elle est désireuse de traitement et donc on ne va pas donner une induction d'ovulation sans avoir une idée sur le monsieur. Donc le bilan, prolactine normale, hystérosalpingo normal, spermogramme normal. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Expectative 3 mois. Progestérone 16e, 25e. Pourquoi faire? Pour avoir le confort psychologique d'avoir des règles tous les mois, mais ça ne sert absolument à rien d'avoir des règles si la dame n'ovule pas. La progestérone ne va pas induire l'ovulation, elle va entraîner des hémorragies de privation. Donc la dame reste en anovulation. Donc elle va avoir ses règles, mais elle n'ovule pas. Donc ça ne sert absolument à rien. D'accord? Voilà, c'est induire l'ovulation, citrate de clomifène, metformine. Oui, on va voir. Citrate de clomifène, vous êtes d'accord? Oui. Metformine? Non, pas de traitement de première intention. Pardon? Oui, d'accord. Exactement. Elle n'a pas de syndrome métabolique et de toute façon, la metformine, ce n'est pas un traitement de première intention, que ce soit seul ou en association, de première intention. Létrozole? Oui. Donc, normalement non, normalement non. Ça, on l'utilise dans des protocoles de recherche actuellement en FIV. Mais dans le traitement usuel, il ne faut pas les associer parce qu'avec le létrozole, vous allez avoir un endomètre qui est correct, mais des taux d'oestrogène qui ne sont pas très élevés. Si vous rajoutez le citrate de clomifène, alors là, votre endomètre, il ne va pas être bon du tout. La dame, elle va ovuler, mais elle ne va pas implanter. Donc, il ne faut pas les associer. Oui, exactement, c'est l'objectif de la diapositive qui va venir. Donc, les recommandations actuelles, c'est la metformine ne doit pas être utilisée en traitement de première intention et qu'on peut utiliser le citrate de clomifène ou le létrozole et qu'avec les données des études récentes, on sait tous que le létrozole est supérieur au citrate de clomifène, ça donne plus de grossesse, c'est une réalité actuellement. D'accord? Donc, c'est pas vraiment cher, c'est plutôt le problème de l'AMM, c'est ça le problème. Mais si vous faites le calcul, c'est pas beaucoup plus cher, c'est une différence de 50 dirhams par mois, c'est pas énorme. Ça coûte, ça dépend du médicament en fait. Il ne faut pas prescrire la molécule de référence qui est le principe, il faut prescrire les génériques qui marchent très bien et qui coûtent aux alentours de 500 dirhams un traitement de 3 mois. Donc c'est... On peut le démarrer sur l'aménorrhée. On peut le démarrer sur l'aménorrhée, il n'y a aucun souci. Si vous avez fait votre échographie et la dame n'a pas de follicule dominant, c'est-à-dire pas de follicule au-delà de 12 ou 14, vous commencez. Ouais. Et vous recontrôlez 7 jours après l'arrêt pour voir est-ce qu'elle est ovule ou elle n'ovule pas. Voilà, donc là, ça c'est les recommandations aussi de 2019. Le létrozole doit être considéré comme le traitement de première intention. Voilà, conduite à tenir chez cette dame. Le citrate de clomifène est toujours d'actualité, on peut le mettre, mais de préférence le le létrozole. Donc, pour cette patiente, son médecin n'a pas choisi de faire le létrozole, il a utilisé plutôt citrate de clomifène. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un monitorage échographique, hormonal ou pas de monitorage? Écho uniquement pour voir s'il n'y a pas de recrutement multifolliculaire et de l'autre côté, est-ce que la dame ovule ou n'ovule pas? Monitorage écho, pendant 3 mois, absence de développement folliculaire. On conclut à quoi?
Voilà, on appelle ça une résistance. Ce n'est pas un échec du traitement, c'est une résistance. Et donc, au bout de 3 mois, si la dame n'ovule pas, on ne va plus attendre, il faut passer à autre chose. C'est quoi cette autre chose? Voilà, 2 choses. Non, il ne faut pas passer au gonadotrophine. C'est un peu fort, très rapidement, au bout de 3 mois. Voilà, non, pas d'injection. C'est soit on rajoute la metformine, et ça, l'intérêt de la metformine. Oui, non, si la dame, en général, après le premier mois, on augmente la dose, donc on n'a pas eu le temps de discuter. Au bout de 3 mois, il est à 3 comprimés, il n'a pas ovulé. On passe à autre chose. 2 choix. Soit passer carrément au létrozole, soit ajouter la metformine au citrate, parce que dans cette indication, elle a prouvé qu'elle augmente les taux de grossesse. Ce qu'on appelle les OPK résistants au citrate de chlomifène. Et donc là, il y a des études qui montrent que ça améliore les taux de grossesse. Voilà. Rajouter de la metformine ou passer au létrozole. C'est 1500, mais qu'il faut commencer 500, voilà, de manière progressive pour éviter les effets secondaires. Donc, éco-agiterait cette jeune sous létrozole, J11 pardon, on a 2 follicules de 19 et 17 mm sur l'ovaire droit avec un endomètre à 9 mm. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déclencher rapport programmé, insémination ou annuler parce que vous avez 2 follicules, ou bien rapport programmé et progestérone par voie vaginale à partir de J16. Qu'est-ce que ça va ramener le déclenchement? Pourquoi vous passez à l'insémination chez cette dame et un spermogramme normal? Il faut savoir que l'insémination, si le sperme est normal, ne rajoute pas grand-chose. Voilà. Rapport programmé parce que ça a été prouvé que déclencher avec de l'HCG chez ces patientes-là n'augmente pas les taux de grossesse. On déclenche lorsqu'on va faire une insémination pour maîtriser l'heure et le jour de l'ovulation. Sinon, on va recommander des rapports programmés chez cette femme et voilà. Donc rapport programmé et voilà, cette dame a été enceinte. Je ne sais pas, est-ce que j'ai encore 5 minutes? Non? 2 minutes. 2 minutes. On dirait le TGV à la 3e cas clinique. Voilà, une jeune de 18 ans consulte pour cycle irrégulier avec durée de 35 à 60 jours, avec des règles abondantes. Voilà, les signes cliniques pouvant orienter vers une étiologie de trouble de cycle. L'IMC, oui, qu'il soit élevé ou bas, ça oriente. L'hypertrichose, oui, et bien sûr, c'est un signe d'hirsutisme. Cicatrice d'appendicectomie, ça n'a rien à voir. L'acné, oui. Voilà, vous avez parfaitement raison. Et là, un IMC à 22, morphotype normal, pilosité normale, absence de galactorée, acné légère. Bilan à faire. Voilà, l'écho obligatoire, prolactine obligatoire, testostérone, échographie surrénalienne. Non, on ne fait pas en première intention surrénalienne. FSH et LH. Voilà, écho-prolactine. Vous avez raison. Prolactine 18 avec un aspect comme ça. Est-ce qu'on va faire un autre bilan? Oui, et il faut faire la testostérone. Pourquoi? Hein? Voilà. Elle a un hirsutisme, mais voilà, exactement. La particularité de cette patiente, c'est qu'elle est jeune. Elle a 18 ans. Et les OPK chez les adolescentes posent des problèmes de diagnostic excessif parce que la majorité des signes des OPK sont présents de manière physiologique. C'est pour ça, chez les adolescentes, il faut exiger les 3 critères, non pas seulement 2, il faut avoir les 3 critères, c'est-à-dire l'hyperandrogénie, le problème de trouble de cycle et aussi l'aspect échographique. Donc la testostérone, donc ça c'était, voilà, la testostérone était élevée chez cette jeune. C'est un syndrome d'OPK. Quel est le traitement maintenant? Voilà. Vous commencez par un anti-androgène d'emblée? Non. Oui, elle a une hypertrichose chez le jeune. Anti-androgénique, est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Le progestatif, 16e, 25e. Non, parce que ça va régulariser son cycle, mais la majorité des progestatifs, ils ont une action androgénique. Donc ça va aggraver les problèmes cutanés. Donc le traitement de première intention, les recommandations. Voilà, donc là, je passe tout ça. Voilà, ça c'est les recommandations 2019.
c'est la pilule œstroprogestative en première intention pour régulariser les troubles de cycle et traiter l'hyperhirsutisme chez les jeunes patientes avec À partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge à partir duquel on ne peut pas donner la pilule. Vous savez, en Europe, aux États-Unis, les jeunes de 15 ans prennent la pilule pour des problèmes de contraception. Donc chez nous, c'est un peu difficile, mais il faut juste expliquer, utiliser des pilules qui ne sont pas du tout habituelles et faire comprendre à la jeune et à ses parents que c'est une thérapeutique et ce n'est pas une pilule, parce que c'est mal accepté. Ça, c'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? On traite... C'est-à-dire, s'il vous plaît. Donc, au nom de MG Maroc, au nom de l'aimable assistance, chers confrères, chers consoeurs, je tiens à remercier le professeur Aït Ben Qaddour pour sa disponibilité, d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de MG Maroc. Bien sûr, la formation médicale continue. Elle continue toujours. Allah yakhlikom lina. Barakallahu fikum. Merci beaucoup.